Ravi de vous retrouver pour cette troisième session. Donc, notre ordre du jour est scindé en deux sujets. Un sujet sur la communication et un sujet sur le futur, maintenant qu'on a une date de déconfinement. Voilà, comment se présente le futur. Donc, sur le premier point, pour parler de communication, donc, trois personnes vont lancer le sujet qui sont dans l'équipe d'IFM Label. Donc, Quentin Lockhart, bonjour. là, dans l'expertise sur la stratégie de marque et de communication. Maxime Coupé, en stratégie digitale, voilà, qui est sous son arbre. Et Xavier Schrader, qui est aussi consultant en stratégie digitale et plus particulièrement sur des sujets de e-commerce et d'acquisition de clients. Donc, sur cette thématique, et bien sûr, pour nous accompagner pendant toute cette séance, Nicolas, qui nous fait le plaisir pour effectivement réfléchir et nous faire partager ses convictions sur ces deux grands sujets. Sur le sujet de la communication, évidemment, on peut dire que le corollaire de ce confinement est le fait que les clients finaux ont du temps et sont disponibles pour partager les marques peuvent leur dire en ce moment. Et donc, d'une certaine manière, c'est une opportunité pour chacun d'entre vous de créer une relation, de construire un discours différent et par là même de construire, de renforcer le lien avec la communauté, voire évidemment de la faire grandir. Donc, Quentin, je te passe la parole pour justement planter un peu le décor et le contexte de ces stratégies de communication. Oui, tout à fait, Patricia. Je suis d'accord qu'effectivement, la crise du Covid, elle peut en ce moment être vue comme une opportunité en termes de communication. Je vais revenir rapidement sur ce que tu as dit sur les audiences. On prendra quelques exemples sur pourquoi est-ce que ça peut être une opportunité, comment est-ce que certaines marques s'en saisissent. Et ensuite, je laisserai la parole aussi à Xavier qui reviendra sur la partie plus impliquante en termes de business que la communication peut représenter. Je ne reviens pas sur le contexte d'incertitude qui a largement été discuté lors des précédentes sessions. L'activité commerciale est très fortement ralentie ou au point mort pour beaucoup d'entre vous. Et je pense que les ressources nécessaires à la bonne conduite du business sont ultra affectées. La situation, elle va perdurer au minimum jusqu'au 11 mai. Et c'est là qu'on se dit que la communication, elle joue donc un rôle essentiel parce qu'elle va permettre de maintenir le contact avec vos audiences. Et que vos audiences aujourd'hui, en tant que marque, c'est un des capitaux les plus précieux que vous avez. Vous devez entretenir donc cette relation-là de la meilleure façon qui soit. Continuer à prendre la parole de façon régulière, c'est donc un prérequis. Il faut que ce soit cohérent et c'est le moyen pour entretenir le dialogue avec deux cibles, deux types de publics qui sont stratégiques. On va avoir bien entendu l'audience B2C, les clients directs, indirects issus de l'e-commerce, du retail et les fans de vos marques sur les réseaux sociaux. Et on n'oubliera pas non plus les audiences B2B, les partenaires wholesale. Vous avez pu, item et point que vous avez pu discuter d'ores et déjà avec Selvan et selon les priorités cluster lors de la première session. Donc, ces deux cibles restent stratégiques, c'est ces deux cibles qu'il va falloir, auprès desquels il va falloir communiquer. Sans être opportuniste, et comme on se le disait aujourd'hui, la crise du Covid, c'est un moment unique qu'on doit saisir. La crise du Covid, c'est un moment de vérité. Les marques qui gardent le cap, elles en sortiront toutes grandies, ça c'est sûr. C'est un constat qui a pu être fait dans n'importe quel type de crise au cours des dernières années, des dernières décennies, et même si on remonte à beaucoup plus longtemps, c'est un constat qui est toujours vrai. Quand on garde le cap en période de crise, on sort gagnant, on sort avec un champ des possibles qui s'ouvre par la suite. Pendant la crise du Covid, il faut donc pas d'exception, il faut donc continuer à prendre la parole parce que de toute façon, c'est donc important pour maintenir le lien avec vos communautés et que vous, en tant que marque, vous allez aussi en sortir renforcé. La crise est donc doit être un moment d'action et de communication. Chacun à ses niveaux avec ses ressources peut mettre
ce moment à profit. Ce n'est pas parce qu'on a des ressources très limitées qu'on ne peut rien faire, et on verra comment certaines marques justement font. On n'est pas obligé d'avoir une production de contenu sans cesse pour continuer à être actif durant la crise. Bien au contraire, il y a des moyens sûrement assez économiques qui permettent de prendre la parole et d'entretenir le dialogue. Mais ce que beaucoup d'entre vous ont déjà compris en réutilisant des éléments d'archives, en réutilisant des campagnes, parce que un des moyens que certains d'entre vous ont pu trouver pour communiquer, c'était de un petit retour en arrière sur des archives de la marque, ce qui a fait la marque ce qu'elle est depuis aujourd'hui. Et ça marche généralement plutôt très bien. Et donc, encore une fois, pour des ressources assez limitées, on reviendra aussi sur le point des ressources un peu plus tard. Donc, on disait, et Patricia en introduction disait qu'il était primordial de garder le lien, car les audiences sont demandeuses et sont à l'écoute. On a du temps, on est tous très très réceptifs, et je pense que chacun personnellement s'en rend compte aussi au quotidien, et on est en recherche permanente de contenu pour échapper à ce quotidien un peu morose dans lequel on évolue tous, un quotidien qui est même parfois finalement un peu anxiogène si on est trop branché sur les chaînes d'infos. Et vous, en tant que marque, vous avez une mission qui est justement de contribuer à amener un peu de fraîcheur, un peu de contenu qui nous change les idées dans ce moment-là. De plus, ce qu'on pense, c'est que vous avez un certain nombre d'avantages. Un certain nombre d'avantages qui sont non négligeables. Vous avez vous avez une vraie capacité à rebondir sur l'actualité, une capacité à rebondir que beaucoup n'ont pas, parce que leur structure est plus lourde, parce qu'en termes d'organisation, eux, ils ont été complètement shut down, et qu'aujourd'hui, la communication n'est tenue par personne. Aujourd'hui, grâce à votre agilité, grâce à votre structure courte, vous avez la possibilité d'en faire beaucoup plus que d'autres en temps normal. Le développement de vos labels est une démarche qui est aussi très responsable. Je pense au sourcing, je pense aux dimensions production, aux dimensions packaging, et entre autres. Vous êtes donc particulièrement légitime pour prendre la parole sur ces sujets qui là sont exacerbés en ce moment, car on est dans une recherche d'essentiel. Ça, c'est un autre avantage qui est non négligeable en plus de votre agilité. Vous êtes très, très légitime pour prendre la parole en ce moment. Et vous êtes des entreprises qui, pour la plupart, sont incarnées, ce qui vous permet de vous exprimer avec beaucoup de proximité, de sincérité et d'empathie. Et je pense que ça, ce sont tous les éléments qui sont nécessaires et qui sont attendus par les audiences dans ces moments qui sont chahutés. C'est donc, comme on le dit, un moment à saisir. Et le temps long que nous impose le virus est une opportunité. C'est une opportunité sûrement pour deux choses, en fait. Pour réaffirmer haut et fort qui vous êtes. Je pense que dans un temps pré-Covid, on pouvait un peu délaisser au profit de la communication très axée produit, la communication de marque qui va influer sur la marque, une communication plus orientée branding, parce qu'on cherche forcément un retour sur investissement qui est maximisé dans une période un peu plus traditionnelle de business. Là, c'est le moment de reprendre du temps. Reprendre du temps pour réaffirmer qui vous êtes, parler de l'ADN de votre marque, parler de toutes ces dimensions qu'on oublie parfois et qui font votre différence et vos forces. Quelle est votre raison d'être? Quel est votre rôle? Quel est le message que vous, en tant que marque, vous voulez véhiculer? Quels sont mes attributs? Qu'est-ce qui me différencie? Donc là, c'est plutôt les éléments d'identité. Et puis, quelles sont vos valeurs? Je pense que ça, c'est les sujets qui résonnent particulièrement en ce moment auprès des audiences. Les principes qui vous guident, qui guident votre entreprise, la manière dont vous conduisez votre business, vos engagements. Tout ça, c'est un discours qui a un écho particulièrement fort aujourd'hui, et à un moment où les audiences sont à la recherche de sens. Donc ça, c'est un premier point. Crier haut et fort qui on est. Et le deuxième point, le temps long, c'est aussi une opportunité pour développer une relation de proximité avec vos audiences qui, dans un temps normal, est un peu plus complexe à développer. Vous êtes des créateurs, vous incarnez votre marque. Prenez la parole personnellement pour développer cette relation de proximité. Cette sincérité-là, elle va être hyper importante. Et présenter votre aventure entrepreneuriale et créative, parce qu'en fait, les audiences, elles sont sensibles à ça, elles sont sensibles à cette prise de risque. Et donc, raconter son aventure aujourd'hui, ça a beaucoup de poids,
et communication, l'intérêt que ça peut avoir est vraiment maximum. On voit beaucoup de marques en ce moment qui communiquent avec ces objectifs, réaffirmer qui ils sont, créer plus de proximité avec les audiences. Ça peut prendre des formes très différentes. On peut prendre quelques exemples qui sont bien entendu non exhaustifs, mais qui nous permettront aussi un peu de lancer le débat sur ce que vous avez pu faire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Des prises de parole de créateurs pour commencer. Moi, j'ai retenu quelques exemples qui sont celles du fondateur de Noah Clothing, Brandon Babesian, qui a pris la parole très tôt, dès le 16 mars, pour alerter sa communauté sur le risque de crise en fait pour les marques et qu'une crise comme ça, beaucoup de marques indépendantes n'allaient pas s'en sortir s'il n'y avait pas une prise de conscience de la part du public. Et donc lui, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole, non pas uniquement pour défendre sa marque, mais pour défendre toutes les marques indépendantes qui ont fait le choix d'une démarche éthique et responsable en disant à la communauté, continuez à consommer, c'est hyper important, et soutenez ces marques-là qui, comme nous, en fait, vont se retrouver dans une situation extrêmement complexe dans les semaines à venir. Donc, il faut continuer à consommer, même si ça pouvait être un message qui, pour cette marque-là, était un peu contraire à sa philosophie initiale. Là, c'était plein de bon sens et ça a bien fonctionné. Dans le programme IFM Label, on a la marque Coltès avec Florian qui lui communique avec sa communauté par email et par Instagram et qui se livre sur les réflexions du futur de sa marque. Donc, comme prise de parole de créateur très incarné, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il revient sur son ambition initiale pour la marque et explique comment, par manque d'options dans ce contexte, il est en train de shooter sa collection SS20 chez lui dans son appartement. Donc, c'est un discours de réalité, un discours de franchise d'une petite entreprise aujourd'hui et comment elle peut faire face, continuer à avancer, continuer à faire avancer son business malgré la situation. Et Florian, il vous explique donc comment il a réussi à mettre en ligne sa collection SS20 qui à quelques jours du confinement, n'était toujours pas arrivé et dont il n'avait pas pu shooter les pièces. Il y a une démarche qui est assez intéressante aussi, c'est la démarche qui a été intitulée One Mission par Centre Commercial, qui met en lumière les 10 années d'histoire de l'enseigne, la philosophie de l'enseigne, transparence, le design, la traçabilité et ce côté assez activiste. Donc là, c'est une marque qui va plutôt chercher à aller faire revivre des moments un peu clés de son histoire, tout en réaffirmant qui elle est, son ADN et sa personnalité. On a pas mal de marques qui font revivre des moments clés de leur histoire et qui ressortent du contenu des archives, ce qui est un moyen finalement extrêmement intéressant de nourrir les fans de la marque qui n'étaient pas forcément là à un moment X ou Y qu'on souhaiterait faire revivre aujourd'hui et qui a été clé, et qui, en termes de ressources, demande aussi finalement un minimum parce que tout ce contenu-là, toute cette iconographie-là, elle est déjà produite. Et dans ce cadre-là, c'est plus du temps qu'il va falloir que d'autres argents investis dans de la communication. Je pense à l'OEV qui insiste pas mal sur les notions en ce moment de craftsmanship, les collaborations artistiques, revient sur tout ce qu'a pu faire un peu son histoire dans un programme qu'ils ont baptisé l'OEV MKSA. Et là, vous verrez, mais c'est absolument que du contenu d'archives qui est streamé sur la plateforme Instagram. Des marques historiques comme Balmain, qui, à travers Olivier Roustin, entre autres, reviennent sur les moments les plus forts des dernières années, mais qui regardent encore beaucoup plus loin avec tout ce que la marque a d'historique, mais en sortant des vieilles publicités, des vieilles cartes, et en remettant un peu en avant l'adresse iconique François Ier. Sur un autre thème, on a aussi les grands magasins qui se servent beaucoup de ce discours historique, comme le Bon Marché, le Printemps, qui mettent en avant l'histoire, la contribution qu'a pu avoir le grand magasin à travers les années. Il pourrait aller encore plus loin sûrement dans cette démarche-là, mais en tout cas, voilà, c'est ce territoire historique qui est assez bien utilisé et qui est très intéressant auprès d'une cible qui est toujours désireuse d'en savoir plus et d'en connaître plus sur sa marque. Sur des dimensions un peu plus entertaining, on peut noter des exemples comme Kenzo qui a lancé son hashtag Stay Home with Kenzo et qui très rapidement, mais dès le 2 avril, lançait une série d'happening live sur Insta avec des concerts, des conversations, des workshops créatifs, des playlists.
Ça demande un petit peu de ressources. D'autres l'ont fait avec des moyens plus limités. Chloé est sensiblement sur la même ligne, en train de lancer son programme à partir de cette semaine. Je pense à Marine Serre en termes de ressources limitées qui propose des sessions de workout avec un danseur qui sont ultra fun, plein de bonnes vibes et je pense qu'on en a tous besoin. Et donc, ces sessions de workout, elles sont faites en parallèle d'autres contenus qui est aussi spreadé et qui est un peu plus orienté business. La marque continue à mettre en avant sa collection, revient sur des keyshot de son show SS20. Ça veut dire quoi? On y reviendra plus tard, mais l'idée, c'est que ces actions de communication, elles ne veulent pas dire qu'on délaisse pour autant le business. Et ça, je trouve que Mindset le fait très bien. On a donc cette capsule hyper entertaining avec ce danseur qui vient animer la communauté et fédérer autour d'un moment très fort de workout. Et pour autant, la marque continue à communiquer sur le produit. Sur cette dimension un peu plus entertaining, je pense qu'il y a eu beaucoup de tutos DIY qui ont été faits. La confection de masques remporte la palme, bien entendu, des sujets les plus exploités à juste titre. Je pense que c'est super que beaucoup de labels aient pu mettre leur pierre à l'édifice et contribuer sur le sujet. Moi, je reviendrai sur un cas qui me paraissait particulièrement percutant, qui était le cas Happy House. La marque produit un masque avec ses stocks de tissus. C'est une marque qui a toujours énormément insisté sur son sourcing de tissus. Donc, en fait, on est dans un discours de doueur, mais qui est vraiment porteur de sens aussi. Et donc, ces masques sont vendus en ligne, bien entendu, ce qui permet de générer du trafic à un moment où sur sa vente en ligne, il y a moins de trafic. Pour autant, on est dans une véritable action positive parce que chaque masque vendu donne lieu à la donation par la marque de 3 autres masques, 3 exemplaires qui sont distribués par la créatrice aux personnes qui en ont besoin dans son entourage très proche, dans son lieu de résidence. Le tout est super bien documenté, donc vous pourrez tout retrouver sur Instagram. On retrouve désormais une galerie de portraits qui met en avant le caviste, le maraîcher, l'agent de propreté de la ville, le livreur UPS, à qui donc ces masques sont donnés, qu'en ont besoin dans leur vie de tous les jours. C'est une initiative qui est hyper en ligne avec les valeurs prônées par la marque. Donc quand on parle d'incarner qui on est, de vraiment communiquer autour de ces valeurs, là, ça marche à plein parce que le care et la dimension slow fashion est très très bien illustrée à travers le soutien au commerce de proximité et aux personnes qui prennent soin de la ville, de la créatrice, de Happy House. Donc ça, c'est un cas que je vous invite à aller voir parce que c'est vrai qu'en termes de storytelling, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Très rapidement, d'autres prises de parole, mais beaucoup plus relié aux vêtements, mais on a vu Rabi Kérouz qui a fait des patrons de robes et qui vous explique en quelques vidéos assez courtes comment créer une robe. On a vu beaucoup, bien entendu, de prises de parole plus corporelles sur des mesures prises, mais qui correspondent sûrement plus à une réalité de grande entreprise et à mon avis moins à un territoire sur lequel vous devez rentrer parce qu'en fait, on risque d'y perdre un peu la sincérité. Pour autant, s'il s'agit de mettre en avant un engagement caritatif, ça me semble plus qu'à propos, que ce soit une donation, 10% de vos ventes reversées, etc. Ça me paraît particulièrement important à partir du moment où vous allez clairement expliquer pourquoi vous avez choisi cette cause-là, pourquoi vous avez choisi cet hôpital-là, et pour pas que ça semble finalement assez random et une mesure plutôt opportuniste pour attirer du trafic chez vous. On a donc beaucoup d'exemples très différents. Je pense qu'il y a un point qui est à retenir, c'est la recette du contenu parfait, elle n'existe pas. Elle n'est pas écrite. Elle est différente pour chacun d'entre vous. Mais en fait, on peut sûrement distinguer 3 points communs à tout contenu, disons, efficace. C'est sincère. Ça, c'est le premier point. En prenant la parole en tant que créateur, vous avez cette sincérité. Elle est super prégnante. Et ça, c'est une de vos forces. Et donc, le contenu doit être sincère. Le contenu doit être relativement engageant. Dans le meilleur cas, conversationnel, donner lieu à de la conversation. Quand on pose des questions, qu'on engage le débat, on propose une activité, que ce soit du yoga, un cours de cuisine ou un tuto pour faire un masque, on est dans cette démarche-là d'engagement
dans cette démarche d'initier la conversation et de faire partager nos audiences, enfin de partager un moment avec nos audiences. Et ça, je pense que c'est très, très important. Donc, sincère, engageant. Et le dernier point sur lequel je reviendrai, c'est empathique. Remettre en perspective en permanence la situation actuelle, c'est nécessaire parce que je pense qu'il faut montrer qu'on cherche à apporter notre contribution en tant que marque et pas juste à être opportuniste sur la situation de crise. Pour finir, en intro, je vous mentionnais que les ressources sont particulièrement, vos ressources sont particulièrement impactées, hein, comme beaucoup du fait du ralentissement du business. Avec ce manque de cash, les ressources doivent être optimisées. Ça peut avoir un impact sur le volume de communication que vous êtes en mesure de diffuser. Le volume peut être réduit, bien entendu, si vous manquez de ressources. En revanche, quand on parle de se réaffirmer, parler de son ADN, de son histoire, en fait, vous disposez de toutes les ressources iconographiques qui vont pouvoir vous permettre de le faire à moindre frais. Donc, en termes de ressources, on coupe cette problématique budget et on reste plus que sur une problématique de temps. Donc, une fois que vous avez traité toutes les autres problématiques en termes de business, vous pouvez passer du temps là-dessus. Ce sera vraiment quelque chose qui sera important et une vraie contribution à faire que votre marque sortira de la crise grandie. Donc ça, le volume de publication. Les leviers, une recommandation de mon côté, c'est de se concentrer sur les leviers qui ont déjà prouvé leur efficacité. Ce n'est pas le moment de s'éparpiller. Entretenez le dialogue avec un de vos capitales les plus forts, qui est votre communauté. Donc, privilégiez Instagram, sur lequel on sait qu'aujourd'hui, toute la communauté est présente. Privilégiez les contacts sur votre base email parce que, encore une fois, on a des audiences hyper appétentes de recevoir du contenu, des gens qui ont du temps et donc des campagnes emailing qui répondent extrêmement bien avec des taux d'ouverture qui en ce moment sont hyper importants. C'est du jamais vu. Peut-être pour les marques qui vont traiter les communautés les plus jeunes, un nouveau territoire à explorer. S'il devait y en avoir qu'un, ce serait peut-être TikTok, parce qu'aujourd'hui sur TikTok, les données sont en train littéralement d'exploser et on voit beaucoup de personnalités qui n'étaient pas présentes sur la plateforme, qui depuis quelques jours le sont, et ça marche très très fort. Pour finir, je vous disais plutôt que mettre l'accent sur l'ADN de votre marque, de ses dimensions lifestyle, ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en avant le produit. Hein. D'ailleurs, lorsqu'on parle de sourcing responsable, qui est un point de votre ADN, un point de votre identité de marque, par exemple, souvent la meilleure illustration, ça va être à ce moment-là de montrer du produit. Donc, ne vous privez pas pour autant de montrer du produit. Je pense que c'est aussi hyper important de continuer à communiquer sur vos collections pendant ce moment de crise et avec tous les process que vous avez pu mettre en place en termes de distribution, de prévente, de livraison différée, etc. Voilà, ne vous privez pas à communiquer sur cette dimension plus produit. Il faut de toute façon continuer à soutenir le business parce que vous êtes des petites structures et que tout ça pourrait être remis en péril. Quentin, je voudrais qu'on s'arrête pour donner du temps aux autres et aux échanges. Non, et très naturellement avec Xavier qui va parler communication et business. Voilà pour ce premier point autour de l'identité, en tout cas de la marque, et puis des opportunités que représente la crise de Covid. Merci beaucoup. Donc, dans la suite, on va donner la parole à Xavier sur la partie business digital pour ceux d'entre vous qui peuvent garder une activité en ligne qui peut être précieuse en ce moment. Merci Quentin, merci Patricia. Donc pour reprendre, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ok, parfait. Donc pour reprendre en fait ce qu'a dit Quentin, en fait, les trois mots-clés à reprendre dans la communication, c'est évidemment la sincérité, le fait d'être engagé et le fait d'avoir de l'empathie. Et en fait, quand on a commencé cette période Covid, on a eu une période de morosité qui était juste complètement dingue. On n'a jamais vu ça.
On s'est tous dit, est-ce qu'on peut vraiment vendre maintenant dans cette période où en fait, on est vraiment dans une communication de crise où on nous a dit qu'on était en guerre et tout. En fait, on partait dans un pessimisme global qui était la réalité des choses. Le Covid, c'est un vrai problème et on n'a pas la tête à penser en fait à l'achat pendant ces 15 premiers jours. Et en fait, si on regarde là dans le temps qui s'est passé, on a eu une certaine courbe. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment pendant les 15 premiers jours qui ont été hyper anxiogènes et qui ont en fait poussé les marques à avoir cette communication de crise pour dire comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on se ressent sur nos valeurs et pourquoi est-ce qu'on devrait ou pas continuer à faire du business. Et en fait, le premier jour du lockdown, on peut regarder, moi c'est une marque que j'accompagne depuis un petit moment, mais le message de Oh My Cream était touchant dans le sens où on nous a expliqué que si une entreprise a besoin de continuer à vivre, elle doit continuer à faire du e-commerce parce que toutes les boutiques physiques sont fermées. Et donc, elle a pris le parti, après un discours qui est présent sur Instagram, de maintenir en fait les expéditions e-commerce malgré le fait que ça génère en fait de la dureté sur toute la supply chain et sur l'expédition notamment. Donc, en fait, c'était un message pour dire on a une entreprise qui a besoin d'expédier pour pouvoir maintenir l'activité parce que sinon l'entreprise ferme ses portes. Et là, en fait, c'est toute l'activité et les salariés qui vont en pâtir. Donc, en fait, c'est un premier message pour les e-commerçants, c'était de dire est-ce qu'on doit maintenir ou non l'activité et est-ce qu'on doit maintenir ou non aussi la médiatisation de cette activité. Et en fait, là où je reprendrai donc tout le discours des valeurs que Quentin a bien mis en avant, c'est que les marques qui ont su mettre très très tôt en avant leurs valeurs pour dire voilà pourquoi nous, on continue de vendre, en fait, ça leur a permis de continuer à vendre. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas ignoré le message comme nombre d'e-commerçants en fait, basiques ont ignoré les messages et ont continué à vendre. On va en parler très brièvement, mais Amazon, en fait, avant de réagir et de faire une priorité aux envois, parce qu'Amazon a été forcé par les États à faire cette priorisation des envois, ils ont continué à faire comme si rien n'était. Donc, les petites marques comme nous, en fait, on a besoin en fait, de dire cette valeur, d'exprimer ce message pour pouvoir continuer à expédier. Et dans le même temps, en fait, on a d'autres marques qui vont avoir la capacité de mettre un stop à la production et de penser différemment en fait l'expédition. Typiquement, on va reprendre l'exemple d'un label IFM, c'est Mr K. Mr K, en fait, fonctionne depuis le début sur des valeurs qui sont très très fortes et a toujours mis en avant le fait qu'elle utilisait des matières qui étaient sur étagère, donc fonctionne sous système de drop. Donc en fait, on fait de la précommande. Et ce système de précommande est vraiment plus évident maintenant que dans cette période vraiment un peu difficile, puisque ça permet aux gens, d'une, de parler de pourquoi est-ce qu'on fait de la prévente, pourquoi c'est nécessaire de faire de la prévente, pourquoi c'est plus responsable, et de deux, d'augmenter en fait la volumétrie de personnes autour de la communauté, autour de ce message, pour ensuite générer des réservations. Et en fait, la réservation est très très bien passée chez Mr K sur cette période-là, et encore plus qu'avant, puisqu'on a compris le message de pourquoi est-ce qu'on faisait de la réservation. C'est-à-dire qu'on a fait 2 semaines de communication où on a commencé à expliquer en fait, l'essence de la marque, le fait que c'est du produit qui va chercher du tissu sur étagère, qui a une production qui est raisonnée, qui est responsable, et on va arriver à la précommande. Et la précommande, en fait, est expliquée tout au long du tunnel. Donc, en fait, c'est vraiment aussi une adaptation du site web, une adaptation de tous les messages liés à la transaction pour mettre en avant le fait que le produit n'arrivera qu'au mois de juillet. Donc, le temps de production est un temps long parce que c'est un produit qualitatif aussi. Et donc, ça permet également de parler dans un second temps de la qualité et de la fabrication du produit. Donc, c'est ce temps de pré-réservation, je pense que c'est quelque chose, si on peut se le permettre, qui est vraiment efficace et qu'on a besoin de mettre en avant. Si on regarde, si on regarde en fait la partie sauvegarde de l'entreprise et organisation des préventes, ça veut dire aussi qu'on là maintenant, puisqu'on a un horizon de sortie, on a la capacité de reprendre la communication. C'est-à-dire que sur le premier mois où on a eu cette communication qui était très morose, on parlait peu du produit finalement. Il y a beaucoup de marques qui ont fait beaucoup de communication sur la valeur, très peu de communication sur le produit. Et là, depuis ce week-end, on a pu relancer en fait des campagnes médias axées produits pour toutes les marques qui avaient cette communication précédemment.
Et en fait, la communication média, même médiatisable, comment dire, on a un très bon retour sur investissement des campagnes médias qu'on arrive à relancer. Même si ça peut paraître bizarre, en fait, aujourd'hui, de dire on fait du média pour faire de la vente, le retour sur investissement est très, très bon, puisqu'on a eu cette communication en amont sur les valeurs de la marque. Donc, l'enchaînement des deux, en fait, a permis à ces petites marques, et surtout, je prends cet exemple de Mr. K, a permis à Mr. K, en fait, d'avoir ce rebond et de continuer à faire des ventes aujourd'hui en seconde partie, on va dire, de la période Covid, sur la partie optimiste. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir ce discours optimiste, de pousser les gens à dire, en fait, on va vous apporter du bonheur aussi. Et si Oma Cream aussi a continué ses ventes, c'est parce qu'il y a un certain réconfort dans le produit. Donc, tout le secteur, ce n'est pas applicable pour tout le secteur, mais puisque maintenant on a un horizon de sortie, en fait, on a la capacité à communiquer produit en plus des valeurs, de manière à mettre en avant en fait, les jours à venir où on aura besoin en fait, de consommer à nouveau. Maxime, est-ce que tu veux prendre la parole justement sur cette articulation entre les deux dimensions? Oui, alors rapidement pour pas vous plomber de discours qui s'enchaînent. Ouais, moi ce que je trouve vraiment intéressant dans ce qui se passe, c'est que finalement ça oblige toutes les marques à faire probablement ce qu'elles devraient faire tout le temps, même en dehors d'une période de crise. Et ce qu'elles devraient faire tout le temps, effectivement, c'est, comme le disait Quentin et Xavier, c'est avoir une expression plus empathique, donc qui tiennent beaucoup plus compte de la réalité de ses clients ou de ses fans ou de ses communautés, et plus contextualisé aussi. On se rend compte aujourd'hui que les marques qui fonctionnent, les marques qui arrivent le mieux à vendre, les marques qui arrivent le mieux à engager des communautés, et on sait que c'est super important, c'est les marques aussi qui s'ancrent dans la réalité, qui ne font pas comme si elles étaient en dehors de la réalité, mais qui tiennent compte de ce qui se passe dans le quotidien, qui tiennent compte de la vie de leurs clients. Donc ça, c'est une chose. Et du coup, moi, ça me fait penser qu'il y a une chose super importante et super intéressante et super utile à faire en ce moment, c'est s'intéresser à ses clients, interroger ses clients pour mieux les comprendre, parce que c'est à la fois un moyen incroyable d'instaurer une meilleure relation avec eux, si on ne l'a pas déjà fait avant, juste s'adresser à eux et s'intéresser à eux. Et en même temps, il n'y a pas de meilleur moyen de faire du contenu efficace, de faire du contenu bien ciblé, que en s'intéressant à ses clients et en essayant de comprendre de quoi ils ont besoin, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui va le mieux réagir avec eux. Donc, une chose à faire en ce moment, c'est aussi tout simplement contacter les clients. Il y a différentes façons de le faire. Ça peut être en envoyant un questionnaire à toute sa base ou à une partie de sa base pour poser des questions à ses clients, pour essayer de mieux les connaître. Peut-être aussi comment contacter personnellement un certain nombre de clients, par exemple les bons clients, les meilleurs clients ou les clients avec lesquels on interagit au quotidien sur Instagram parce qu'ils sont particulièrement engagés, les contacter et passer un peu de temps avec eux au téléphone. Ils ont aussi un peu de temps pour le faire, peut-être un peu plus que d'habitude, et ils seront très contents de pouvoir vous parler d'eux, vous parler de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils aiment moins dans votre marque, et ça vous sera extrêmement utile pour ensuite ajuster tout en fait, ajuster votre communication, ajuster votre modèle, ajuster ce que vous proposez à vos clients, etc. Et c'est vraiment aussi ce qui permettra de redémarrer fort. Voilà. Donc, s'intéresser à ses clients, je pense que ça, c'est une chose très importante. Et puis, se dire aussi que probablement cette crise, elle a forcé beaucoup de marques à montrer d'autres facettes de leur personnalité, pas seulement les produits qu'elles ont à vendre ou une espèce de ligne picturale ou photographique, mais aussi parler du projet, parler de l'entreprise, parler du fondateur, laisser l'équipe s'exprimer, etc. Et je pense que l'enjeu, c'est pas de se dire quand cette crise sera finie, on reviendra à une communication un peu plus éthérée qui parlera plus de ça, mais au contraire se dire ce truc qu'on a déclenché là maintenant, c'est un truc qu'il faut garder parce que c'est nous, parce que c'est notre sincérité et parce que tout simplement
c'est ce qui marche aujourd'hui, en fait, pour engager les communautés. C'est faire sentir que derrière la marque, il y a aussi un projet et une entreprise. Voilà. Donc, ça doit être aussi l'occasion, cette période, de reposer des choses qui ne sont pas des à côté pour une marque, mais qui sont l'essence même de la marque, qui sont à quoi je sers, à quoi je sers dans le monde, à quoi je sers dans la société. C'est pas un truc, c'est pas un truc accessoire, c'est pas un truc gadget, c'est pas un truc qui est réservé à la communication. Ça doit être une question que vous vous posez et vous devez avoir une réponse à cette question. C'est hyper important et c'est pas forcément se dire j'ai un but humanitaire ou je vais sauver le monde. On peut servir tout simplement à faire plaisir, à réconforter, à faire progresser une création, à faire progresser une industrie, etc. Mais c'est hyper important de se dire, OK, à quoi on sert et comment est-ce qu'on exprime ce truc auprès de nos clients et de nos communautés, parce que ça intéressera tout le monde. Bien évidemment, dans à quoi on sert, il y a quel est notre rôle environnemental. C'est presque un peu bateau de le dire, mais cette crise du Covid, je pense qu'elle invite encore plus fort qu'avant à se demander quel est notre rôle environnemental et quel est notre impact environnemental. Et même si ce n'est pas votre point de différenciation majeur en tant que marque, vous devez avoir un discours là-dessus et vous devez être capable de répondre à des questions là-dessus. Et ça, c'est peut-être l'occasion de le préparer et de développer un discours là-dessus. Et puis la dernière chose, c'est cette crise, elle a incité beaucoup de marques à parler de l'envers du décor, à faire sentir que derrière la marque, il y a des partenaires notamment, mais aussi des équipes, des gens qui bossent au quotidien pour la marque. Et ça, je pense que c'est aussi un truc qu'il faut garder parce que c'est très, très fort. Et encore une fois, c'est un élément d'empathie, c'est un élément qui crée du lien, qui crée de la sincérité. Et puis, parler de ses partenaires, parler de ses employés, c'est aussi une façon de mieux les engager. Et donc, c'est bon pour le business, c'est bon pour la résilience du business et c'est bon pour la pérennité du business. Je dirais, là j'ai pris quelques notes, même si j'étais masqué, ce qui ressort, ce que je trouve assez le fil conducteur de tout ça, c'est la place du créateur. Et je pense qu'en plus ici, vu les jolis profils réunis à travers cette jolie mosaïque de Zoom, je pense qu'effectivement, il y a deux questions qui reviennent régulièrement. La première, et on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, c'est l'articulation de l'urgence du court terme qui, effectivement, comme le disait Xavier ou Quentin tout à l'heure, ont pu créer un peu au début un mouvement de panique, d'inquiétude majeure et qui concrètement se concentre sur le cash, c'est-à-dire comment je vais faire pour passer cette crise, quelles commandes vont être annulées, dans celles que j'ai déjà livrées, lesquelles vont être réglées, pas réglées, etc. Donc un peu un mouvement de panique et qu'il a fallu juguler ou traiter avec les moyens du bord, et les moyens du bord étant très différents en fonction des marques et de la santé ou de la solidité financière des créateurs. Et en même temps, et ça je pense que ça reprend le dessus très clairement depuis ces 2 dernières semaines, de se dire, bon, de toute façon, il y aura un après, donc il faut construire l'avenir, et c'est comment articuler cette problématique d'urgence court terme en mode sauf qui peut, avec quand même une stratégie plus long terme de pourquoi j'ai créé cette marque, quel message je veux faire passer, et demain, même si jamais je dois la redémarrer, ou même si je dois malheureusement me séparer de mes employés, si j'en ai, de mes stagiaires, ou aller chercher un nouveau nom, un nouveau financement, etc., comment j'ai envie de construire l'avenir. Et je pense qu'il y a 2 façons de combiner tout ça. Il y a une façon qui peut être très inquiétante, très, très anxiogène, qui est de dire, en plus, dans l'avenir, dans le post-Covid, le consommateur veut moins consommer, donc moins de vêtements, donc ça va être encore plus dur. Et comme on est les plus petits, on va être les premiers à morfler. Ou alors, une manière un peu plus optimiste, plus constructive, qui est liée, parce que la réalité est la même, et qui est de dire, on va devoir consommer moins, mais qui dit moins dit mieux, et quel rôle j'ai à prendre là-dedans. Et là, moi, je veux passer un message optimiste, ou même peut-être fédérateur, mais je suis convaincu, et on en parle régulièrement avec Patricia, avec Sylvie, ou ceux d'entre vous que je connais, que l'avenir appartient aux créateurs, parce que finalement, dans un marché très globalisé, très digitalisé dans lequel on est tombé, on trouve les mêmes marques partout, que ce soit physiquement quand on va à Hong Kong, à New York, à Londres, à Moscou, à Pékin,
je ne sais pas, je ne vais pas continuer la liste, mais on voit les mêmes marques, on voit les mêmes créations, on voit les mêmes déclinaisons, parfois avec un décalage saisonnier ou de couleurs ou de personnes ou de KOL ou de VIP local, mais on retrouve souvent les mêmes choses. Et ça mène, là je vais être un peu avec mes gros sabots, mais ça mène, la seule façon de se distinguer, c'est une course au discount, à l'exclu, je l'ai eu avant, tu l'as pas, ou moi je fais 10% quand toi tu vas faire 20%. Et aujourd'hui, on voit ce combat-là. Il y a la tentation de partir en avant, à la facilité pour sauver les meubles, on discount toute la saison été, ce serait pour moi un carnage, et j'ai déjà évoqué la semaine dernière, certains ayant commencé ou tenté. Et à l'inverse, un autre sujet qui est de se dire, finalement, qu'est-ce qui va différencier? Qu'est-ce qui va faire l'avenir de la création de la mode? C'est justement ces créateurs qui vont apporter quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qu'ils n'auront pas envie de vendre tout de suite aux quatre coins du monde et de saturer l'espace créatif comme l'espace commercial, parce qu'il faut, tous ces discours sont beaux, mais effectivement, à la fin, il faut vendre, il faut vivre, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous ne font pas ça pour l'argent. C'est quand même lui qui nous permet de payer nos fournisseurs, nos salaires, nos loyers, etc. Donc voilà, donc moi, j'attire l'attention sur ce point-là, c'est la force de la création. À partir du moment où, bien sûr, on sécurise, et on l'a déjà évoqué, donc pareil, je ne vais pas me répéter sur toutes les aides d'État, sur tous les organismes, et parfois leur complexité. Gabriele nous disait la semaine dernière, c'est un peu du chinois pour moi, toutes ces aides, je ne me sens pas concerné. D'ailleurs, Patricia vous a fait suivre ce week-end un lien pour essayer de vous accompagner d'une lecture un peu plus simple de ce que vous pouviez activer. Et voilà, j'insisterai beaucoup sur ce point-là. Et pour revenir sur un aspect plus humain, plus personnel, que j'ai vraiment bien aimé dans les présentations qu'on a eues, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a pas un bon projet solidaire, un mauvais projet solidaire. Il n'y a pas de honte à vendre tant qu'il n'y a pas une démarche trop mercantile, trop pushy, maladroite. On a besoin de vivre, on a besoin de payer nos salaires. On ne veut pas juste se raccrocher à l'État et au chômage partiel ou uniquement en dépendre, être au goutte à goutte. Donc, pour moi, le conseil que je vous donnerais, et là je me le suis appliqué, c'est pour être un créateur équilibré, il faut être, ou même un dirigeant équilibré et bien dans ses baskets, il faut être une personne équilibrée. Donc là, aujourd'hui, on est contraint d'articuler le pro et le perso. Il n'y a qu'à regarder vos fonds d'écran pour ceux qui les partagent, pour comprendre qu'il y a des nouveaux équilibres à trouver. Et je pense qu'il faut aussi que vous pensiez à vous. Ça peut paraître très bête, mais vraiment, j'insiste sur ce point-là, que vous trouviez un projet qui vous parle et qui n'a peut-être rien à voir avec la mode. Moi, dans mon cas, c'était la musique, de participer à un mouvement solidaire sur la musique, de trouver quelque chose qui vous épanouit et qui vous permettra de gérer ce gros merdier, pour parler vulgairement, auquel on doit faire face, avec peut-être plus de légèreté ou de recul, même si le sujet est grave. Je pense que l'équilibre dans lequel qu'on doit retrouver, avec une crise qu'on ne connaît pas, une durée qu'on ne connaît pas. Certes, on a un horizon de temps du 11 mai. Ça m'étonnerait que les magasins réouvrent tous le 12 mai, notamment les grands magasins. Donc, il faut se préparer, il faut s'organiser, mais une fois de plus, haut les cœurs, on va y arriver, mais pensez à vous. Moi, j'ai peut-être une chose à dire d'abord. C'est ce qu'on constate en ce moment, c'est que toutes les marques qui disent ça, qui s'engagent pour qu'on consomme moins, c'est des marques qui cartonnent et qui vendent énormément. C'est très contradictoire, justement. Il n'y a pas vraiment de paradoxe là-dedans, parce qu'effectivement, d'abord, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est réduire l'impact au sens global d'une industrie qui est énorme, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à consommer. Ça veut dire peut-être que les cartes vont se rebattre, en fait. Et peut-être que ça laisse de la place pour des marques nouvelles et justement plus engagées. Ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire peut-être que quand une jeune marque sincère, créative, dit « je m'engage pour que les gens consomment moins », en fait, l'impact que ça a dans le cerveau des gens, c'est qu'ils arrêtent de consommer du H&M, par exemple. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment important. Deuxième chose aussi à se dire, c'est ce que ça révèle, c'est que les gens achètent pas seulement des vêtements, mais ils achètent aussi une éthique, une vision, un truc complètement abstrait, voire parfois abscon, quoi. Et effectivement, une marque qui dit il faut cesser de consommer, c'est une marque séduisante, paradoxalement. Je peux rajouter un point notamment l'intervention de Max m'y fait penser de manière évidente.
je pense aussi que dans ce flux d'informations, dans cette potentielle saturation des rythmes, je considère que le silence est aussi une réponse. C'est-à-dire que certains créateurs n'ont pas envie de prendre la parole et il ne faut surtout pas qu'ils se sentent obligés. Je pense que le silence peut être aussi leur réponse à tout ce raout médiatique, à ce il faut, on doit, il y a qu'à, faut que, etc. De savoir aussi rester silencieux ou en retrait, parfois peut servir de moyen d'expression et ça correspond aussi à certaines personnalités et qu'elles peuvent se dire c'est ma façon à moi de répondre, c'est de rester calme, de travailler, de prendre soin de mes équipes, de communiquer avec mes partenaires, mais je ne suis pas obligé d'occuper l'espace médiatique, de poster une story Instagram ou une nouvelle opération tous les jours. Je peux aussi me mettre en retrait. Je pense que justement, la richesse, c'est la variété des réponses et qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Et comme d'habitude, on parle plus facilement, on échange plus facilement, on peut s'en rendre compte. Là, c'est vrai qu'on peut subir un peu... je vous invite tous, alors je ne sais pas s'il a été enregistré, mais c'était Albert Elbaz qui a fait un discours magnifique. C'était au gala de la Parsons School à Paris cette année. Alors, je vais essayer de le retranscrire, mais je vais être très mauvais. C'est en gros, il disait, on est dans la dictature de l'instant. Et bien sûr, son bras armé est Instagram. Or, rien ne se construit dans l'instant. Tout se construit dans la durée. Et on ne construit pas avec des likes, on construit avec du love.